Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. Alexandre Benalla parle pour la première fois, c'est dans une interview au Monde. Il admet avoir commis une faute, il dénonce une volonté d'atteindre le président de la République. La réaction de Marlène Schiappa sur notre plateau en direct aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron passe à l'offensive et s'est exprimé devant des journalistes de CNews hier soir. Un pas de plus dans sa communication progressive, devra-t-il encore s'exprimer? Et puis le travail du gouvernement continue, une avancée sur la grande cause du quinquennat Macron, l'égalité femmes-hommes. Le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles avance. Mais qu'est-ce qui va changer? Nous abordons ces sujets avec notre invitée, l'une des figures du gouvernement actuel, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, avec vous, le temps de l'expression, le temps de la discussion. Avant de réagir à l'actualité, Alexandre Benalla, mis en examen pour avoir malmené et frappé deux manifestants le 1er mai, parle pour la première fois. Il admet avoir commis une faute. Il dénonce une volonté d'atteindre le président de la République. Avant de parler avec vous, Marlène Schiappa, voici les précisions sur sa prise de parole avec Jérôme Charrier. C'est Le Monde qui a révélé l'affaire. Et c'est dans Le Monde qu'Alexandre Benalla revient sur les sentiments de trahison et de déception ressentis par Emmanuel Macron dans cette affaire. C'est quelqu'un qui avait et qui a toujours, je pense, confiance en moi dans mon action au quotidien. Donc forcément qu'il y a de la déception, forcément qu'il doit y avoir un sentiment de trahison. Dans cet entretien, Alexandre Benalla revient aussi sur ses premières fonctions auprès d'Emmanuel Macron. Il y a les premiers meetings à monter, Strasbourg, Le Mans. En fait, mes fonctions, c'est de l'organisation pure et simple, car les gens d'En Marche sont inexpérimentés. Pour son travail à l'Élysée, il percevait 6 000 € net, le salaire de tous les chargés de mission selon lui. Quant à son port d'armes, il l'estime tout à fait légal. Je suis inscrit dans un club de tir depuis des années et je suis un réserviste de la gendarmerie. Il n'y a pas d'amateurisme là-dedans, au contraire. Pour l'ex-chargé de mission, à travers sa personne, c'est surtout Emmanuel Macron qui est la cible. C'est une façon d'attraper le président de la République par le callback. J'étais le point d'entrée, le maillon faible. Sur les événements du 1er mai, Alexandre Benalla regrette surtout sa présence sur les lieux. La faute que je commets à ce moment-là, c'est d'y aller. C'est la faute pour laquelle je suis puni ensuite. Ce n'est pas parce que j'ai commis un délit, c'est parce que j'ai fait une faute politique d'image. Ce jour-là, Alexandre Benalla le répète, il a fait son devoir de citoyen en remettant ces deux personnes à la police. Marlène Schiappa, bonjour. Votre réaction à cette première prise de parole d'Alexandre Benalla? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? D'abord, il me semble important de rappeler que Alexandre Benalla, dans ce contexte, s'exprime pour lui-même, que c'est sa propre décision et son propre choix. Donc moi, je ne vais pas commenter le fond des propos parce qu'il y a une affaire de justice, mais je pense que c'est assez intéressant de permettre d'avoir son point de vue. C'est lui le premier concerné, le premier mis en cause. Et ça éclaire un petit peu le contexte à la fois du 1er mai, mais aussi de différents événements qui se sont déroulés par la suite. Donc vous pensez qu'il n'a pas été poussé à parler pour justement donner un coup de projecteur? Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais il n'y a rien qui m'amène à penser cela. Il parle pour lui-même, ce n'est pas une interview qui ait été commandée ni par l'Élysée, ni par qui que ce soit. C'est de sa propre initiative avec les journalistes du Monde. Ce n'est qu'une volonté d'atteindre le président de la République, déclare-t-il. Vous êtes absolument d'accord, en phase avec ce qu'il dit? Écoutez, là encore, il y a une instruction de justice, donc je ne peux pas, vous le savez, il y a une séparation des pouvoirs en France. Moi, appartenant au pouvoir exécutif, le gouvernement, je ne peux pas interférer dans la décision de justice, mais je crois que les Françaises et les Français se feront leur propre opinion, eu égard à ces éléments qui sont révélés, indiqués, en tout cas dans l'interview d'Alexandre Benalla également. On est allé trop loin dans cette affaire? Écoutez, moi je crois que oui, il y a un certain nombre de... Je ne vais pas faire de on collectif, mais je crois qu'un certain nombre, notamment de personnes de l'opposition, effectivement, ont voulu l'instrumentaliser. Moi, je m'interroge. Vous savez, Madame Le Pen, par exemple, je ne la vois pas dans l'hémicycle pendant un an. En un an, je dû la croiser 2 fois de loin lors de questions au gouvernement qui sont filmées. Je ne l'ai pas vue participer ni à un travail de commission. Là, elle veut participer à tout ce que fait la commission des lois. La commission des lois, elle a travaillé. Voilà, elle a travaillé depuis un an sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. À aucun moment, Madame Le Pen ne s'est portée volontaire pour participer aux travaux de la commission des lois dans ce cadre. Donc oui, il y a une volonté politique derrière, des oppositions, avec des unions assez étranges d'ailleurs entre le Front National, les Républicains, des gens de la France Insoumise, contre le président de la République qui cristallise cela. Et une volonté de transformer un fait, qui est un fait individuel, isolé, en une affaire d'État, entre guillemets, ce que ça n'est pas, manifestement. Vous avez rencontré, vous, Alexandre Benalla, vous le connaissez?
Oui, ça m'est arrivé de le croiser à la fois pendant la campagne présidentielle et puis par la suite dans le cadre de ses fonctions à l'Élysée. Vous ne pouvez pas vous attendre effectivement à cette dérive individuelle comme vous l'a précisé? Non, d'abord je ne le connaissais pas personnellement, nous n'avons pas le plaisir d'être amis, si vous me passez cette expression, mais je l'ai effectivement croisé comme de nombreuses personnes qui travaillent à l'Élysée. Alexis Kohler, il a été entendu ce matin au Sénat, il n'a pas été entendu à l'Assemblée nationale. Il a déclaré qu'au moment où la sanction a été prise, on a jugé que c'était suffisant, mais aujourd'hui, avec les informations qu'on a, on peut juger que c'est insuffisant. Quelle est votre réaction par rapport à cette audition d'Alexis Kohler ce matin? Moi, je crois que c'était une audition. D'abord, je connais très bien, en revanche, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, puisque je travaille en lien étroit et en lui rendant compte des avancées, notamment de la grande cause du quinquennat du président de la République. Je crois que dans son audition, on a pu voir que Alexis Kohler, c'est un vrai serviteur de l'État. C'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. C'est quelqu'un d'une très grande probité et qui a répondu avec précision à toutes les questions. Il n'y avait pas de révélation dans cette audition parce qu'il n'y a rien à révéler. Et je crois que maintenant, il faut, pour trouver vraiment, démêler le vrai du faux, se tourner vers les gens qui sont aux responsabilités pour l'organisation des événements du 1er mai. Et ça ne se trouve pas dans le secrétariat général du président de la République. On va écouter le secrétaire général du président de la République qui a été entendu au Sénat ce matin. Dans le courrier de notification de la sanction, il lui était dit qu'à la prochaine faute, il serait licencié, de manière à ce qu'on ait une réponse qui soit proportionnée, graduée, qui ne reste certainement pas sans conséquence dès lors que de nouveaux faits se produiraient. Ça a été le cas. Et donc, je maintiens que, à la lumière des faits connus depuis, la sanction peut apparaître insuffisante, mais que symétriquement, au regard des éléments connus le 2 mai, cette sanction était proportionnée. À quoi servira cette affaire, à votre avis? Quelles seront les conséquences qu'on pourra tirer de cette affaire? Qu'est-ce que ça révèle? Je crois qu'il est trop tôt pour l'instant pour le dire, parce qu'il y a donc d'abord le travail de la justice qu'il faut respecter. Et moi, je respecte les institutions, je n'entends pas me substituer à la justice, d'une part. Ensuite, il y a ces 2 commissions d'enquête parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je crois qu'il faut que les auditions se terminent. Je ne vais pas faire comme l'un des co-rapporteurs, M. Larrivé, qui a déjà ses propres conclusions avant même les premiers entretiens de cette commission d'enquête. Donc, il faut les laisser travailler. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit lui-même qu'il prendrait toutes les conséquences et toutes les décisions de réorganisation collective et individuelle qui s'imposent à l'issue de cette commission quand elle aura livré ses conclusions. Et c'est vrai qu'on a quand même cette impression qu'on va vers une réorganisation de l'Élysée. C'est ce qu'a dit le sénateur Patrick Kanner ce matin. Au moins, ça aura servi à ça. Monsieur Benalla est peut-être le syndrome d'une forme, sinon d'impunité, en tout cas d'une désorganisation, en tout cas d'une organisation parallèle à ce qui devrait être la sécurité du président. Quelqu'un qui a un port d'armes, on ne sait pas trop dans quelles conditions et à quoi ça sert, qui a cette voiture équipée police, qui a cette carte d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui est lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie nationale. Tout ceci à 26 ans, même si le talent n'attend pas le nombre des années, eh bien ça nous interpelle. Et on sent parfois chez M. Kohler une forme d'interrogation personnelle. Je pense que cette audition va servir, y compris peut-être à réorganiser l'Élysée, pourquoi pas. Emmanuel Macron voulait réorganiser le Parlement. Finalement, on devra réorganiser l'Élysée. C'est ce que dit Patrick Kanner. Moi, je suis assez choquée par les déclarations que nous venons de voir de Patrick Kanner. D'abord, il me semble qu'il a été précédemment secrétaire d'État en charge de la jeunesse. Tout à fait. Et maintenant, il s'offusque du fait qu'à 26 ans, on puisse exercer un certain nombre de responsabilités en lien avec son expérience personnelle. Donc je trouve qu'il y a là des sous-entendus personnels et une forme d'interrogation liée à l'âge de la personne qui sont extrêmement surprenants de la part de quelqu'un qui était censé défendre et promouvoir la jeunesse et son vous ne trouvez orientation. pas que c'est un peu trop de responsabilité pour un jeune homme de 25 ans? Non, mais il y a des choses qui sont fausses, qui sont dites. Il est dans la réserve de la gendarmerie. Il y a beaucoup d'attachés parlementaires, d'assistants parlementaires, de citoyens, de gens qui sont par ailleurs au civil, qui ont des professions et qui sont aussi dans la réserve de gendarmerie. Il y a une méconnaissance et je trouve que l'opposition attise un peu les complotismes. Si vous voulez, là, il fait des sous-entendus qui attisent justement cette espèce de soupçon généralisé qui ne sert pas à grand-chose, je crois, à part à vouloir créer une forme d'affaire artificiellement. Est-ce que la confusion, on a l'impression d'une certaine dissimulation d'informations, la confusion qui est révélée des auditions, justement, n'incite pas au soupçon?
C'est là où on en est aujourd'hui. On a envie de voir clair, on a envie de s'en sortir, on a envie de comprendre. Et finalement, c'est une succession de contradictions. Et Benalla a été chargé de sa sécurité privée, finalement non. Il était sanctionné sans traitement de salaire, finalement il a eu son salaire. Un report d'armes lui a été refusé, finalement l'Élysée le lui réclame. Il a une arme mais ne s'occupe pas de la sécurité du président. Il y a quand même un sentiment de confusion qui va vers le soupçon. Est-ce que ça, vous le comprenez? Alors, je suis d'accord avec vous, je trouve que la manière dont le sujet peut être parfois traité prête à confusion, parce qu'il y a des mots qui sont utilisés que l'on n'explique pas. Par exemple, le fait d'être gendarme de réserve, ça n'est pas du tout la même chose que d'être gendarme. Ensuite, sur la question que vous souleviez sur le port d'armes, et puis sur la question de ce qu'on appelle la sécurité privée. En fait, quand on parle dans le langage courant de la sécurité privée du président de la République, ça fait en fait écho au déplacement non officiel. C'est-à-dire quand le président va au restaurant, dans un musée avec son épouse ou sa famille. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais c'est important parce qu'en termes de sémantique, ça n'a rien à voir avec une société de sécurité privée. Il n'y a pas de gens qui travaillent dans une société privée qui soient embauchés par l'Élysée pour la sécurité du président de la République. C'est la prérogative du GSPR et c'est respecté. Et à la fois, Patrick Stroda, le directeur de cabinet, et Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, ont été très clairs. Les missions d'Alexandre Benalla à l'Élysée, c'était de la coordination, de l'organisation, de la participation à la sécurité. Ça justifie un port d'armes? Ça fait partie des questions. Est-ce que ça justifie un port d'armes? Le port d'armes, vous savez qu'il est décidé par la préfecture de police. Donc là, je crois que c'est à la préfecture de police de répondre et l'enquête le démontrera. Je ne vais pas, moi, m'immiscer ou commenter les décisions de la préfecture de police, elle est souveraine. Parlons d'Emmanuel Macron. Il est passé à l'offensive. On a vu que sa prise de parole a été progressive. D'abord, dimanche dernier, il a parlé par son entourage. Ensuite, avant-hier, à la Maison de l'Amérique latine où vous étiez. Ensuite, hier soir, devant les caméras de CNews. On écoute un extrait. Je suis fier de l'avoir embauché à l'Élysée. Parce que je considère que c'était quelqu'un qui était dévoué, qui avait un parcours différent. Et il a fait beaucoup de bonnes choses quand il était à l'Élysée. Il a fait une faute. Réel, grave, que j'ai vécu comme une trahison, je lui ai dit. Il a été sanctionné pour cette faute. Il a ensuite repris son travail conformément à cette sanction. Quand il a fait une deuxième faute, il a ensuite été sanctionné plus durement, conformément à ce qui était prévu, par un licenciement. Mais je l'ai dit, la République exemplaire à laquelle je crois, ça n'est pas une République infaillible. Tout le monde fait des erreurs. Et moi-même, j'ai fait des erreurs. Le tout, c'est dans les règles de droit d'y apporter des réponses. C'est une tempête dans un verre d'eau, comme dit Emmanuel Macron ce matin encore à la presse? Complètement. Je le crois tout à fait. Il faut remettre les faits dans leur contexte. Il n'y a pas de question de détournement d'argent, il n'y a pas de question qui puisse amener à un scandale d'État. Il y a des faits individuels qui sont reconnus par la personne en question publiquement. Je crois que cette espèce de volonté d'en faire un feuilleton au cœur de l'été pour atteindre le président de la République, elle n'est effectivement pas très souhaitable. En même temps, lorsqu'on voit que si Benalla a trahi la confiance du chef de l'État, on a envie de se demander, les journalistes, l'opposition se posent la question, pourquoi est-ce qu'il a eu un appartement, certes pas de 300 mètres carrés, mais de 80 mètres carrés, le 9 juillet, 2 mois après? Pourquoi de tels privilèges? On a envie de se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas justement été... Pourquoi est-ce qu'il a été payé malgré tout ça? Tout ça, c'est de la confusion et c'est pour tout ça aussi qu'on sent que ce n'est pas clair, que le soupçon est là, qu'on a envie de comprendre pourquoi derrière l'affichage d'exemplarité du chef de l'État, on arrive à des confusions, peut-être des dissimulations. D'abord, il y a des choses qui sont présentées comme des privilèges qui, à mon sens, ne le sont pas. Le fait d'avoir une carte pour accéder à l'Assemblée nationale... Une carte H au plus haut niveau. Absolument, c'est quelque chose qui est très important, qui pose question sur l'attribution de ces cartes, mais qui n'est pas, je crois, un privilège matériel à ce sens du terme. Ensuite, l'appartement, visiblement, il n'a jamais habité cet appartement. On a dit n'importe quoi, on a dit qu'il était payé 10 000 €. Ce n'est pas vrai. Apparemment, lui-même dit qu'il était payé environ 6 000 €. Comme tous les autres chargés de mission, ça correspond à une forme de grille de salaire ou d'habitude. On nous dit qu'il avait un duplex de 300 mètres carrés refait exprès pour lui, etc. C'est faux, il y avait un appartement dont il avait fait visiblement, d'après les informations dont je dispose, dont il avait fait la demande il y a longtemps, pour nécessité de service. Des gens qui ont un appartement de fonction dans la fonction publique ou dans les entreprises, il y en a beaucoup, c'est pour nécessité de service. Et de surcroît, il ne l'habitait même pas. Si le chef de l'État avait parlé plus tôt, si tout était plus clair, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes ces fake news. Comment est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron gère cette crise au niveau de la communication? Moi, je trouve que le président de la République la gère très bien. Vous allez me dire, je ne suis pas objective, mais je vais vous donner un autre exemple. Vous vous souvenez de Whirlpool?
pendant la campagne tout à fait, présidentielle. tout à fait. Il y a toujours un moment, un début, où on se dit, où les observateurs se disent, là, il se passe quelque chose, là, il ne faudrait pas On y réagir va, comme ça, etc. oui. Le président de la République arrive finalement à s'exprimer et à, entre guillemets, retourner l'opinion parce que ce qu'il dit est la vérité et parce que je crois que les gens le comprennent et parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans l'émotion du moment. Quand il dit « ce n'est pas la République des fusibles, je ne donnerai pas des scalps, etc. etc. », c'est important et je trouve que c'est rassurant de se dire qu'on a un président de la République qui tient, qui ne cède pas dans la pression et qui ne cède pas face à des demandes inopérantes de la part des oppositions. Donc je trouve que c'est bien géré en termes de communication parce que, in fine, nous avons ces réponses. En tout cas, ce n'est pas l'avis de Gabriel Siri, porte-parole du PS, qui était sur notre plateau il y a quelques instants. On a vu qu'il y avait un certain nombre de questions aujourd'hui des sénateurs qui portaient sur le rôle des conseillers, le fait qu'ils soient ou non publiés, sur le choix de partager un certain nombre de collaborateurs avec le Premier ministre. On dépasse l'affaire Benalla, effectivement. Avoir des réponses sur l'organisation interne. Tout à fait. On dépasse l'affaire Benalla. C'est devenu une affaire d'État. C'est devenu l'affaire d'un pouvoir qui se revendique de la transparence, qui se fait le chevalier blanc des nouvelles pratiques en politique et du renouvellement, et qui en réalité, on le voit bien, est le pire de l'ancien monde. Justement, le mirage du nouveau monde, est-ce qu'il s'est évanoui, comme dit l'opposition? Voilà, là, pardon, c'est une plaisanterie, cette intervention. C'est quelqu'un qui parle au nom du Parti socialiste. Or, c'est Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle, mais je rappelle que le Parti socialiste, c'est lui qui était au pouvoir précédemment et que sous le précédent président de la République, François Hollande, il était décidé que les chargés de mission de l'Élysée n'avaient pas à faire de déclaration auprès de la Haute Autorité de la Transparence, ce qui, semble-t-il, avait été validé par les administrations et par les services. Donc moi, je veux bien que des choses qui soient normales sous la présidence de François Hollande, elles soient devenues scandaleuses sous la présidence d'Emmanuel Macron. Mais à un moment, je crois qu'il faut raison garder dans tout ce débat. Mais est-ce que vous voulez quand même admettre que si beaucoup d'autres choses se jouent dans cette affaire, à la fois la place du numéro 1 de l'opposition, oui, le PS, le Front National, le Rassemblement National dont vous avez parlé, ou bien LR, mais aussi le mode d'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que tout ça n'est pas justement visé, le mode d'exercice d'Emmanuel Macron? Je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes derrière tout cela. Certains, même l'opinion publique, on l'a vu, pense qu'il est arrogant, il a un exercice du pouvoir plutôt seul, ça lui est reproché. On lui reproche d'abord d'être seul, ensuite on lui reproche d'être entouré. Je crois qu'il y aura toujours des reproches. C'est de la même manière quand le président de la République ne s'exprime pas, l'opposition s'agace qu'il ne s'exprime pas. Quand il s'exprime, l'opposition s'agace qu'il s'exprime. Je crois qu'on a là un jeu de dupes, une forme de cirque auquel il serait temps de mettre fin et peut-être de retourner au travail accessoirement. Ils sont quand même au travail lorsque la commission d'enquête est sur le terrain. Écoutez, pendant ce temps, les projets de loi sont bloqués. Le projet de loi constitutionnelle, la réforme constitutionnelle est bloqué. Il y avait le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel ces derniers jours, avec des dispositions importantes sur la transparence des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Je n'ai pas entendu beaucoup d'interventions de l'opposition à ces égards. Le rôle quand même du Parlement, c'est à la fois de voter des lois, mais aussi de contrôler l'exécutif et aussi d'évaluer les politiques publiques. Ils sont dans leur rôle, même si effectivement les textes sont bloqués en ce moment, ils sont quand même dans le rôle. Le Parlement fonctionne. Moi, j'y suis très attachée et je pense que le Parlement devrait avoir plus de moyens pour contrôler l'action du gouvernement. D'ailleurs, ça faisait partie du projet de loi sur la réforme constitutionnelle. Et je crois que si le Parlement jouait mieux son rôle, on aurait des choses plus efficaces. Je vous donne un exemple. Il y a 40 ans que la loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est votée, mais n'est pas appliquée. Si le Parlement avait vraiment les moyens de contrôler l'action du gouvernement, pas le comportement de tel ou pas demander les salaires ou exercer une forme de voyeurisme, mais vraiment contrôler l'application des politiques publiques, peut-être se serait-on aperçu plus tôt qu'effectivement cette loi n'est pas appliquée et qu'il faut maintenant voter des moyens importants pour les employeurs et les contraindre à publier les transparences des écarts de salaire. Vous étiez avant-hier à la Maison de l'Amérique latine. Vous ne trouvez pas que le président est sorti de son rôle lorsqu'il a parlé d'abord à son clan au lieu de parler à tous les Français? Est-ce qu'il n'est pas chef d'État ou il est chef d'un clan? Non, il est bien sûr le chef de l'État, mais il est aussi le président de la République et il y a une majorité présidentielle. Il n'a pas parlé à un clan. Il y avait d'abord des gens LREM et puis des députés également du MoDem et des sénateurs. Mais surtout, il a parlé à la représentation nationale. On ne peut pas d'un côté en appeler au respect des institutions une partie et de l'autre à la majorité, à plusieurs centaines de parlementaires et le peuple souverain dont parlait le président de la République, à qui il rend compte, eh bien, il lui rend compte également au travers des parlementaires qui représentent la nation, qui représentent le peuple français. Avant de parler de la femme qui a été molestée, un fait exceptionnel à l'Élysée
défilé hier, on a vu la perquisition. C'est un fait exceptionnel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça choque quand même, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Non, moi j'essaye vraiment de ne pas interférer. Il y a une enquête, la police et la justice sont mobilisées, il y a une enquête en cours. Je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail comme le veut la formule consacrée. Marlène Schiappa, on va revoir les images de cette femme molestée par Alexandre Benalla. Quelle est votre réaction? On va voir, ce sont des images choquantes. Attrapée par le cou, agrippée, frappée. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelle est votre réaction par rapport à cette femme? Immédiatement, on a pensé à vous, tout le monde a pensé à vous, tout le monde a surveillé un peu votre réaction. Alors d'abord, moi j'avais réagi au moment de la publication de cette vidéo. Il y a donc quelques mois de cela, quand on ne savait pas que c'était Alexandre Benalla, absolument, en m'insurgeant contre les violences à la fois envers cette femme, mais envers ce monsieur également. Le fait que ce soit Alexandre Benalla, ça n'atténue pas le fait que je sois choquée. En revanche, je m'interroge sur les conditions, c'est-à-dire là, nous avons un morceau de vidéo, nous n'avons pas ce qui s'est passé avant. Alexandre Benalla dit dans son interview qu'elle était, cette jeune femme, en train de lancer des projectiles et des chaises sur les CRS. Est-ce que c'était vrai ou pas? Je ne le sais pas. Il faudrait que le début de la vidéo soit publié, que la fin de la vidéo soit publiée également. Mais moi, vous savez, j'ai réagi, on dit vous réagissez sans cesse, etc. Les fois où j'ai réagi publiquement, elles se comptent sur les doigts d'une main, Moi, j'en ai comptabilisé 3. Je vous laisse une marge de 2, peut-être, dont je ne me souviens pas. Votre réaction nous a manqué, en tout cas. Écoutez, donc on attend d'avoir plus. Non, c'est important. Je voudrais rappeler que, par exemple, sur l'UNEF, quand on a révélé qu'il y avait des viols et des agressions sexuelles de masse à l'UNEF, ce sont des opposants politiques du gouvernement. J'aurais pu réagir. Je ne l'ai pas fait. Parce que dès lors qu'il y a une action en justice, eh bien, je ne réagis pas. Je ne réagis que si ça apporte quelque chose au débat public. Je crois que les Français n'ont pas besoin de mon intervention pour être choqués lorsqu'ils voient ces images. Le travail du gouvernement continue. Vous avez réussi, on va dire, un fait plutôt rare, c'est-à-dire arriver à faire une avancée avec la commission mixte paritaire, les députés et les sénateurs, sur le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Ça avance, où en est-on ? Oui, d'abord, je voudrais, si vous me permettez, saluer leur travail. Parce qu'il y a donc des députés et des sénateurs de la majorité et de l'opposition aussi au demeurant qui ont été au travail ces derniers jours pour avancer dans cette commission mixte paritaire et ça doit être salué. On nous avait dit que c'était une loi clivante, difficile, etc. Alors que dans l'opinion... Et polémique. Oui. Et polémique, alors que dans l'opinion, elle a un très fort taux d'opinion favorable. Elle a jusqu'à 92% d'opinion favorable dans l'opinion. Et on voit qu'en réalité, on a trouvé rapidement, les parlementaires ont trouvé rapidement un large consensus sur cette loi. Donc je m'en réjouis, ce sont des traductions concrètes des engagements de campagne du président de la République. Qu'est-ce qui va changer pour les femmes, les mineurs, ceux qui vont être victimes de violences sexistes et sexuelles ? D'abord, le cyberharcèlement sera mieux condamné, notamment le cyberharcèlement en meute. Parce qu'actuellement, quand une personne participe à une meute avec 99 autres personnes pour vous adresser des messages de haine, sexistes, d'appel au viol, etc., il n'y a pas de harcèlement caractérisé parce que chacun n'a envoyé qu'un message. Grâce à cette loi, chaque personne ne pourra plus s'abriter derrière le phénomène de meute et sera condamnée. Ensuite, le harcèlement de rue sera verbalisé. Il y a 8 jeunes femmes sur 10 en France qui nous disent qu'elles ont peur de sortir seules le soir dans les rues. Grâce à cette loi, on verbalisera en flagrant délit. Les 10 000 policiers de la police de la sécurité du quotidien, qui est en train d'être créé, verbaliseront en flagrant délit le harcèlement de rue. Et derrière, il y aura un travail pédagogique pour abaisser tout le seuil de tolérance de notre société à ces violences, sortir de la fatalité, sortir du « c'est comme ça a toujours été comme ça », etc. et vraiment les condamner. En tout cas, on retient que le travail du gouvernement continue et que vous avez fait avancer ce texte. On attend le vote de ce projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Merci beaucoup, Marlène Schiappa, d'être venue sur notre plateau. Les auditions, plutôt les réauditions, se poursuivent cet après-midi avec Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public, et c'est de Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, à suivre en direct sur CNews. Merci à tous. Et le 13h de Thierry Fréret.